Everybody sitting at home wants the answer to the same question. Did you murder your wife? No, I did not. And I had absolutely nothing to do with her disappearance. Voici Scott Peterson, autrefois un mari ordinaire, jusqu'à ce que le meurtre de sa femme, Laci Peterson, le propulse sous les projecteurs. Laci Peterson, une jeune femme de 27 ans, a disparu en décembre 2002, une affaire qui a captivé l'attention du public. You know, again, Scott, this has to be the biggest coincidence I've ever heard of. I mean, are you psychic? I mean, you predicted your wife would be missing? Never know. You possibly have planned this. La vie, comme on dit, est pleine de leçons. Mais parfois, je me dis qu'il y a des leçons qu'on aurait pu éviter. C'est ce que je ressens, surtout en pensant aux rencontres que l'on fait. Certaines transforment nos vies pour le mieux, tandis que d'autres surgissent de nulle part et nous font nous interroger sur leur raison d'être dans notre parcours. Une amie m'a raconté une de ces rencontres. Elle a croisé quelqu'un lors d'une fête. Cette personne l'a reconnue parce qu'elle avait déjà vu à l'anniversaire d'un ami qu'ils avaient en commun. Cette personne possédait tellement d'informations sur ma copine que ma copine était surprise. Elles sont devenues amies, mais c'était une erreur. Cette personne n'a apporté que du chaos dans la vie de ma copine. Ma copine a réussi à s'en débarrasser, mais elle se demande toujours pourquoi cette rencontre a eu lieu. C'est également le cas de Laci Rocha, qui deviendra plus tard Laci Peterson. Elle a rencontré Scott dans un restaurant un soir. Une rencontre qui finalement a été fatale pour elle. Ce qui rend Laci et Scott si fascinants, c'est à quel point ils semblaient être des gens ordinaires. Ils étaient vos voisins, vos amis proches. Ils ont fréquenté les mêmes lieux que nous. Et c'est cette proximité qui nous fait penser que si cela peut leur arriver, cela pourrait nous arriver à nous aussi. Laci Rocha rencontre pour la première fois Scott dans un restaurant. Il était beau et charmant. Laci lui donna son numéro de téléphone. Un geste en apparence anodin, mais qui allait bouleverser son destin. Elle confie à sa mère ce soir-là qu'elle a rencontré l'homme qu'elle épouserait. Peu de temps après, Scott appela Laci et c'est ainsi qu'ils commencèrent à se fréquenter. Quelques années après leur rencontre, ils se sont mariés et ont emménagé dans une maison fraîchement acquise, entamant ainsi leur nouvelle vie en tant que jeunes mariés. Laci a décroché un emploi à temps partiel en tant que remplaçante dans l'enseignement, tandis que Scott a trouvé un poste chez Trade Corp USA, une filiale nouvellement établie d'une entreprise européenne spécialisée dans les engrais. En mai 2002, Laci découvre qu'elle attend un garçon. Le couple a prévu de nommer leur fils Connor. Une bonne nouvelle. Cependant, secrètement, Scott n'était pas épanoui dans cette vie familiale. Il aspirait à quelque chose de différent, à une existence sans attache familiale, sans être lié à une seule femme. On peut se demander si l'installation et la fondation d'une famille étaient plus poussées par Laci que par lui. Le travail de Scott en tant que vendeur d'engrais le conduit souvent à voyager pour assister à des salons professionnels et à des conventions. Les seuls moments où Scott semblait vraiment être heureux étaient lorsqu'il était loin de sa famille. Et lors d'un de ses déplacements professionnels, Scott a rencontré Amber Frey. Retenez bien ce prénom, Amber Frey, parce qu'elle va jouer un grand rôle dans cette affaire. Scott a commencé une relation avec Amber vers novembre 2002. Amber ne savait pas que Scott était marié ni que sa femme attendait un enfant. Après un certain temps, Amber a commencé à avoir des soupçons et à confronter Scott. Ce qui est étonnant, c'est que Scott a dit à Amber qu'il avait perdu sa femme, alors que Laci, sa femme, était bien vivante et enceinte de leur fils en ce moment-là. C'était bien avant la disparition de Laci. À l'approche des fêtes, Scott est pris au piège. Il devait passer les fêtes avec sa femme. Mais sa maîtresse, qui ignorait que sa femme était vivante, car il lui avait dit qu'elle était décédée, s'attendait à passer du temps avec lui.
C'était une situation compliquée pour Scott. Le jour précédant la disparition de Leslie, c'est-à-dire le 23 décembre, elle et Scott ont passé une journée normale. Ils sont d'abord allés chez la sœur de Leslie, où Scott s'est fait couper les cheveux. La sœur de Leslie les a invités à dîner ce soir-là, mais Leslie avait déjà des projets et n'a pas accepté l'invitation. Vers 20h30, Leslie a appelé sa mère pour confirmer les plans du dîner de Noël. C'est la dernière fois que la mère entendrait la voix de sa fille. Elle a raccroché et ils sont allés se coucher après avoir regardé un film vers 22h30. Le jour suivant, c'est la date critique du 24 décembre, date à laquelle la disparition de Leslie est officiellement signalée. Scott dit qu'ils se sont réveillés vers 7h ou 7h30. Leslie a préparé le petit déjeuner et ils ont mangé ensemble vers 8h30. C'est alors que Leslie a fait savoir à Scott ses plans pour la journée. Elle a prévu promener leur chien Mackenzie, puis aller acheter des ingrédients pour la recette de Noël. Leslie était en train de nettoyer le sol pendant que Scott commençait à faire ses bagages pour partir pêcher. Il a consulté sa messagerie vocale à 10h. Il y avait un message de son patron. Il a envoyé un email à son patron pour répondre au message vocal. Il est arrivé à l'endroit et jusqu'à 14h, il était en train de pêcher. Il y a en fait des gens qui l'ont vu remonter son bateau. Il est reparti vers 14h15. Sur le chemin de retour, il a laissé un message vocal à Leslie pour lui dire qu'il rentrait. Il s'est arrêté pour acheter de l'essence et ensuite il est rentré à la maison. Hey, beautiful. I just left a message at home. 2:15. I live in Berkeley. I won't be able to get to Villa Farms to get that basket for Papa. I was hoping you would get this message and go on out there. I'll see you in a bit, sweetie. Love you. Bye. Une fois à la maison, Scott a remarqué que la voiture de Leslie est dans l'allée, mais Leslie n'est pas à la maison. Il a pensé que la mère de Leslie était peut-être venue et qu'elles étaient parties faire des courses de Noël. Le sol avait été nettoyé, mais l'eau sale était toujours dans le bassin. Scott a trouvé cela étrange, mais bon, il a vidé l'eau, puis a pris une douche. En écoutant le répondeur, il a entendu son propre message qu'il avait envoyé à Leslie, ainsi qu'un message du père de Leslie. C'est là qu'il a compris que Leslie n'était pas avec sa famille. Il a appelé le père. Les parents ont dit ne pas avoir vu Leslie de la journée. Ils ont attendu jusqu'à 17h avant d'appeler la police. Tout le monde se demandait où est Leslie et pourquoi Scott est parti pêcher la veille de Noël. Il n'avait pas l'habitude de pêcher. Il vient tout juste d'acheter un bateau. Lorsque la police interroge Scott, selon eux, il est d'une certaine aide, mais pas autant qu'on aurait pu s'y attendre. Et son comportement était étrange. Pour quelqu'un dont la femme enceinte vient de disparaître, il était trop calme. Scott a un alibi. Il était en train de pêcher. Le lendemain, les autorités ont lancé une recherche pour retrouver Leslie. Mais cela n'a rien donné. Sa famille est convaincue qu'elle ne disparaîtrait pas sans les prévenir. À 8 mois de grossesse, elle ne partirait pas sans rien dire. On est d'accord? 2 jours après la disparition de Leslie, la police se rend chez les Peterson mais ne trouve rien. Le jour suivant, ils élargissent leurs recherches à l'entrepôt de Scott. C'est là qu'ils découvrent le bateau de pêche de Scott. Sur la remorque du bateau, ils repèrent des résidus de poudre de ciment. Les enquêteurs ont supposé, il n'y a pas eu de preuves tangibles, palpables, ils ont supposé que Scott a fabriqué des encres en béton lui-même. Les enquêteurs diront qu'il a utilisé ces encres pour alourdir le corps de Leslie et pouvoir descendre le corps dans l'eau. Une semaine ou deux, la nouvelle s'est propagée dans tout le pays et tout le monde était au courant de la disparition de Leslie. Les enquêteurs soupçonnaient toujours quelque chose d'anormal chez Scott, mais il manquait de preuves tangibles, jusqu'à l'appel téléphonique crucial d'Amber Fry qui a tout changé. Amber a contacté la police pour révéler sa liaison avec Scott Peterson. Elle possède des photos d'eux ensemble. Ses amis sont au courant de leur relation. Donc, elle peut étayer ses dires avec des preuves tangibles.
Elle a également rapporté à la police qu'au 9 décembre, 2 semaines avant la disparition de Leslie, Scott lui a affirmé être veuve et que ce Noël serait le premier sans sa femme. La police a envisagé si cela pouvait suggérer que Scott avait déjà prévu mettre fin à la vie de Leslie. Amber a accepté de collaborer avec la police en enregistrant toutes leurs conversations. Lors d'une de ces conversations, Amber confronte Scott parce que Scott est de plus en plus absent. Scott a dû prétendre être à Paris, alors qu'en réalité, il assistait à une conférence de presse sur la disparition de sa femme. Scott réalise qu'il ne peut plus cacher la vérité à Amber plus longtemps, ignorant qu'elle était déjà au courant. Il lui révèle donc la disparition de Leslie. Amber lui répond: « Mais il y a quelques jours, tu m'as dit que ta femme était décédée. » Scott a répondu qu'elle était en vie, mais qu'elle a disparu à présent. Amber a insisté: « Tu m'as dit précédemment que ta femme était décédée. Tu étais en pleurs. Maintenant, tu affirmes qu'elle était en vie et qu'elle a disparu. Pourquoi m'as-tu dit qu'elle était morte auparavant? » Scott n'avait pas d'autre choix que d'admettre qu'il avait en effet prétendu avoir perdu sa femme. La police a entendu ce qu'il voulait entendre. Scott a admis avoir déclaré que sa femme était morte alors qu'elle était en vie. You know, again, Scott, this has to be the biggest coincidence I've ever heard of. I mean, are you psychic? I mean, you predicted your wife would be missing? Never know. You possibly could plan this. I did nothing like that. Oh, well then again, this is the biggest coincidence ever. Amber, she's missing because someone abducted her. Somebody abducted her? That's what we think happened. Really? Yes. She would not run off. Okay. Someone took her. So, I'm still such at a loss of where I fit in to ever having a future with you, this future you speak of. That puzzles me, and I'd like an answer. Oh, do you want me to say it again? Yes. I can't. Because it has something to do with her disappearance. No, my God, no. Please don't. You asked me, please don't. Well, then Please don't say that. tell me different. Because at this point, It is. I had nothing to do with her disappearance. So why can't you answer a question about you and I I? can take that from anyone else but you. You know what? I've already asked you again. Save your tears. I hope you know me well enough to know it. That was? You I could never do something like You that. hope I know you well enough that you can never do that. But you could lie to me and hide that you have a pregnant wife and to state again, I'm going to state this time and time again, that the only child you want in your life or could see having is one, and that would be my daughter. Explain. And you want to go have you want to be have a vasectomy because you don't want to have any more. You don't want to have a child, and you don't need to have a child of your own to feel that. You're just going to hide this baby from me. Amber, you don't know everything. I don't know everything. No, and I can't tell you everything. You can't tell me because don't you think by you holding back So bad. you're being detrimental to this whole search? Because I'm not holding anything back from the search. you sound like you have information. No, I don't. Well then, what is it you're hiding so much? I have no information that could help find truth. Because truth always prevails. Yes, Always. it's a good thing it does. It's a good thing it does. The right thing. And all I could pray is that you don't have anything to do with this. I hope you know that. At this point, Scott, I don't. Oh my God. Oh. 1 mois après la disparition de Leslie, Amber Frey révèle au public qu'elle entretenait une liaison avec Scott Peterson. Instantanément, les gens et la famille de Leslie ont commencé à soupçonner Scott d'être coupable. Lorsqu'une personne disparaît, les soupçons se portent souvent vers le conjoint ou la conjointe. Ajouter cela, une liaison semble créer un motif plausible. Scott maintient son innocence. Le 13 avril 2003, un couple qui promenait leur chien a fait une découverte cruciale. Ils ont trouvé dans l'eau le corps d'un fœtus, un garçon,
Quelques jours plus tard, un autre couple découvre le corps d'une femme. En raison de la décomposition avancée, la cause exacte du décès de la femme n'a pas pu être établie. Le corps manquait de sa tête et de ses pieds. L'autopsie confirme qu'il s'agissait bel et bien de Laci et de son fœtus Connor. La police se préparait à arrêter Scott. Ils ont commencé à le suivre. Scott a été appréhendé près d'un parcours de golf. Il prétendait rencontrer son père et son frère pour une partie de golf. Il avait teint ses cheveux naturellement bruns en blond. Sa Mercedes était remplie d'une multitude d'objets, incluant $15 000 en espèces, 12 comprimés de Viagra, du matériel de survie, des équipements de camping, plusieurs vêtements et 4 téléphones portables et 2 permis de conduire. Le sien et celui de son frère. La police l'a arrêté et son procès a été entamé. En fait, Scott, pour sa défense, il a dit qu'il n'était pas en train de fuir, en fait. C'est juste pour fuir les médias. Parce qu'il y avait toujours des journalistes devant sa porte. Il ne pouvait même pas faire ses courses tranquilles. C'est pour ça qu'il a teint ses cheveux juste pour se fondre dans la masse et ne plus rester à la maison. Donc, c'était pas pour fuir. C'est ça qu'il a dit pour sa défense. Scott a plaidé non coupable, a refusé de témoigner ou d'admettre le crime. En absence de preuves directes reliant Scott au crime, les procureurs se sont principalement appuyés sur des preuves circonstancielles, mettant en avant le comportement de Scott avant et après la disparition de Laci. Les procureurs ont suggéré que Scott avait plusieurs motifs pour tuer Laci, qu'il était lassé de son mariage, subissait la pression de la grossesse et souhaitait continuer sa liaison avec Amber Frey. Les procureurs ont affirmé que Scott, quelques jours avant le crime, aurait fabriqué 5 ancres en béton dans son entrepôt. Une pour son nouveau bateau et les 4 autres pour couler le corps de Laci dans l'eau. Le procureur soutient que Scott aurait étranglé Laci, puis aurait transporté son corps sur le bateau pour le déposer dans l'eau pendant qu'il pêchait. Cependant, il y a des personnes qui pensent que Scott est innocent. Souvenez-vous que le matin du 24 décembre, Laci avait dit qu'elle allait promener le chien. Des témoins affirment avoir vu Laci avec le chien dans le parc. Certains se demandent si quelqu'un aurait pu l'enlever. Une dame a confirmé avoir vu Laci accompagnée de 2 hommes alors qu'elle promenait son chien. Ce témoin affirme avoir entendu loin des hommes dire à Laci de faire taire son chien quand celui-ci a essayé d'aboyer. Initialement, la dame n'a rien trouvé de mal à cela, mais après avoir vu Laci dans l'actualité, elle a pris conscience de la gravité de ce qu'elle avait observé. Est-ce simplement une histoire montée pour attirer l'attention? Et comme je l'ai dit, plusieurs personnes ont affirmé l'avoir vu promener le chien. De plus, un voisin a trouvé le chien des Peterson errant seul et l'a ramené chez eux avant le retour de Scott de sa session de pêche. Un autre élément est qu'il y a eu un cambriolage dans le quartier le 24 décembre. Lorsque la police a arrêté l'un des cambrioleurs, la première chose qu'il a dite était qu'il n'avait rien à voir avec la disparition de la femme enceinte. Est-ce que cela sous-entend quelque chose? Est-ce possible qu'ils aient croisé Laci et parce qu'elle les a vus, ils l'auraient enlevée? L'argument du procureur affirmant que Scott aurait transporté le corps de Laci lors de sa sortie de pêche a été remis en question. Scott est allé pêcher dans un endroit où l'on doit acheter un billet avant d'entrer. Il a montré son billet au policier comme preuve d'entrée. Comment aurait-il pu entrer avec un corps dans son bateau et le jeter à l'eau sans que personne ne s'en aperçoive? Il y a également le fait que, à l'heure où Scott était censé pêcher, il y avait quelqu'un qui effectuait des recherches sur leur ordinateur à leur domicile. Si Scott avait peut-être
ôté la vie à Leslie la nuit ou le matin et avait transporté le corps à la rivière, cela voudrait dire que la maison est vide. Alors, qui est à la maison à l'heure où on est en train de faire des recherches? C'est ce qui est aussi revenu au cours du procès. Selon certains avis, l'enquête a été bâclée. Les enquêteurs avaient Scott dans leur viseur dès le départ et souhaitaient qu'il soit le coupable sans considérer d'autres possibilités. Le 12 novembre 2004, le jury a déclaré Scott coupable de 2 chefs d'accusation. Meurtre au premier degré avec circonstances aggravantes pour le meurtre de Leslie et meurtre au deuxième degré pour le fœtus qu'elle portait. Une rencontre fortuite dans un restaurant, un mariage qui a suivi et un corps découvert dans la rivière. Pourquoi Scott n'a-t-il pas simplement quitté Leslie? C'est ce que la mère de Leslie a déclaré. Pour la famille de Leslie, les fêtes de fin d'année sont difficiles car Leslie a disparu un 24 décembre.